Re-bienvenue sur l'Or Acadie, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente aujourd'hui une deuxième compilation avec 3 légendes néo-écossaises de chlore en Nouvelle-Écosse. Cette vidéo sera en primeur sur Acadie TV. Je me fais un vrai plaisir de partager le folklore riche et détaillé de la Nouvelle-Écosse à mes abonnés qui sont principalement de la péninsule acadienne. Tout ce que vous allez entendre me vient du livre Legends of l'Acadie de French Shore of Nova Scotia. Aujourd'hui, on parle de Sea Amateur, de l'Antichrist et du pont Sainte-Ballonnie. Jean Leblanc, légende numéro 8, Sea Amateur, de son livre Legends of l'Acadie de French Shore of Nova Scotia, à la page 40 jusqu'à la page 45. Beaucoup de gens pensent que Sea Amateur n'était qu'un personnage inventé, immortalisé par la chanson Sea Amateur. Mais il s'agissait en fait d'une personne réelle. Il est né en 1848 à Metagen et décédé en 1912 à l'âge de 64 ans. Fils d'Amateur Trahan et de Rosalie Doucette, son vrai nom était Célestin Trahan. Mais il a été surnommé Sai, et comme son père était amateur, il a devenu connu sous le nom Sai Amateur. Tant de faits alternatifs intéressants ont été crus à propos de Sai Amateur. On prétendait avoir vu Sai Amateur danser, ce qui n'est pas extraordinaire en soi, mais à mesure qu'il dansait de plus en plus vite, ses pieds se transformaient en sabots d'animaux, généralement de cochons. J'ai supposé qu'une fois qu'il arrêtait de danser, ses sabots redevenaient des pieds normaux. Il n'existait aucune trace d'un homme avec des pieds de cochon avant de consulter un médecin sur la côte française. Je ne suis pas vraiment un danseur, mais n'hésitez pas à aller voir à un bal et à voir si les pieds de quelqu'un se transforment en sabots, peut-être même les vôtres. Sea Amateur avait aussi la capacité de se trouver à 2 endroits en même temps. C'est ce qu'on appelle à la fois la bilocation et la multilocation, où un individu apparaît à 2 ou plusieurs endroits en même temps. Différents Acadiens jurent l'avoir vu à Pointe-de-l'Église et à Saint-Alphonse au même moment le même jour, et qu'il pouvait se trouver à plusieurs endroits à la fois. Pour être clair, à cette époque, peu d'Acadiens portaient des lunettes et tout le monde portait à peu près la même tenue vestimentaire, ce qui pouvait entraîner des erreurs d'identification. Les horloges et même les calendriers étaient rares dans la région, ce qui rendait difficile de savoir quand quelqu'un se trouvait à un endroit ou à un autre à n'importe quel moment. Le système d'éducation sur la côte française a été négligé pendant une longue période, étant considéré comme inutile, de sorte que de nombreux Acadiens étaient facilement déroutés par toute cette histoire de continuum espace-temps. Bien qu'il fût un cordonnier très compétent, Sai Amateur était aussi très pauvre par rapport aux autres Acadiens de la baie Sainte-Marie. Cela dit, il est difficile de savoir dans quelle mesure les cordonniers non qualifiés étaient pauvres. Pourquoi les cordonniers sont-ils toujours pauvres? Je sais que ce n'est pas facile, il faut essayer de faire du cordonnier pour voir si on peut y vivre. Quand j'étais jeune, je me souviens de l'histoire des elfes et du cordonnier, dans lequel ce cordonnier était lui aussi très pauvre. Cela pourrait expliquer pourquoi il y a si peu de cordonniers aujourd'hui. Dans de nombreuses petites régions rurales et particulièrement dans la région acadienne située au bord de la mer, une fois qu'une histoire commence, elle s'entend et s'entend jusqu'à atteindre des proportions absurdes. Les gens qui connaissaient Sai Amateur le considéraient comme un homme colérique et violent, qui buvait, jouait excessivement et fuyait l'église. Aujourd'hui, Sai Amateur serait reconnu pour avoir un ou plusieurs types de problèmes et pourrait apparaître dans une sorte d'émission de télévision. Cela étant dit, la population de la côte française vivant à la même époque que Sai Amateur semble souffrir elle-même d'un certain nombre de déficiences mentales, problèmes non traités ou peut-être aggravés par la consommation de grandes quantités de rhum ou d'autres médicaments de l'époque, comme l'eau de Pâques et le cirage à chaussures. De nombreux citoyens de la côte française, supposément sains d'esprit, pensaient que Sai Amateur était possédé par le diable ou qu'il était l'antichrist dont on avait mis en garde les gens à la fin des années 1700. Certains habitants prétendaient également qu'il pouvait se transformer en ours. En 1937, Tolkien a introduit le personnage de Beorn, un homme qui pouvait prendre la forme d'un ours noir. Est-il possible que Tolkien ait été témoin de cette transformation ou en ait entendu parler? Dans tous les cas, ne tentez pas de changer de peau chez vous, surtout pendant la saison de la chasse à l'ours. D'autres citoyens distingués de la côte française ont juré l'avoir vu prendre un morceau d'écorce de bouleau, se tenir debout dessus et voler dans les airs jusqu'à Boston. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucun rapport dans les journaux de Boston sur l'époque où un homme serait arrivé en ville sur un morceau d'écorce de bouleau. Donc cette histoire pourrait ne pas être vraie à 100%.
Mais juste parce que je ne l'ai jamais vu et qu'il n'a aucune trace de ce qui s'est réellement passé, cela ne veut pas dire que cela n'ait jamais eu lieu. De nombreuses légendes sont basées sur la vérité. Jean Leblanc, légende numéro 16, Mauvais esprit au pont de Saint-Ballonny, Evil Spirits at the Bridge, du livre Legends of l'Acadie de French Shore of Nova Scotia, à la page 82 et 87. Les gens se moquent souvent des anciens qui parlent du mystérieux Margot Man ou de l'invraisemblance de l'Antichrist, comme des histoires que de Russes ruraux, illettrés et superstitieux incultes auraient inventées dans les anciens temps. Cependant, un de mes professeurs du lycée m'a raconté une légende qu'il avait entendue quand il était jeune. Cela s'est passé dans les années 1950, une époque de films d'horreur hollywoodiens étranges, de guerre froide et de tests de bombes atomiques qui ont craché de la radioactivité dans le monde entier. Ce professeur racontait une légende transmise par les Mi'kmaq, aux Acadiens qui s'étaient installés sur la côte française. Il s'agissait d'un esprit maléfique qui hantait les eaux situées sous les chutes de Saint-Ballonny. Les Mi'kmaq racontèrent aux Acadiens qu'un jeune brave avait tenté de traverser les chutes à la nage, le dernier défi qu'un brave devait accomplir avant de devenir un véritable guerrier. Le plus jeune des fils du chef, il s'était noyé, et son corps n'avait jamais été retrouvé. On pensait que son esprit avait été capturé par des démons maléfiques vivant dans les eaux tourbillonnantes sous les chutes. Ils tentèrent désormais de capturer et de noyer quiconque tentèrent de traverser la rivière sous les chutes pour venger sa mort. Au fil des années, certaines personnes ont rapporté avoir vu ce qui ressemblait à un jeune garçon se débattant dans l'eau, mais lorsqu'elles ont regardé à nouveau, elles n'ont vu que des eaux tourbillonnantes. Avec la construction du pont original de Saint-Ballonny, de nombreuses personnes se sont arrêtées pour prendre des photos des chutes et de la rivière qui s'écrasait en contrebas. Beaucoup imaginent qu'elles étaient aux chutes du Niagara, car quelles étaient vraiment les chances de voir un jour les vraies chutes? Les chutes Saint-Ballonny sont devenues un lieu populaire pour prendre des photos de mariage. Malgré l'énorme quantité de photos prises là-bas, très peu d'esprits maléfiques ont été photographiés, et si quelqu'un l'était, on supposait simplement qu'il ou elle faisait partie du cortège nuptial. Parfois, quelqu'un disait avoir vu un visage en colère le regarder, mais on se moquait de lui et on pensait que c'était de la mousse soulevée par l'eau ou qu'il était assez ivre. En tout cas, le 13 août 1955, deux couples d'adolescents sont partis en voiture dans Clare. Ce n'était pas un rendez-vous car l'une des filles venait de rompre avec son petit ami, et même si elle pensait que le gars sur la banquette arrière avec elle était mignon, il avait en quelque sorte une petite amie maintenant, et c'était compliqué. Les garçons étaient des garçons et ils parlaient de films d'horreur à suspense qu'ils avaient vus à Weymouth en faisant rouler des bouteilles vides sur le toit de la voiture pour effrayer les filles et les faire s'asseoir plus près d'eux. L'un des garçons a mentionné qu'il avait une maison hantée dans l'allée des cochons. Et malgré le fait que les filles disaient qu'elles ne voulaient pas y aller, alors qu'en fait elles voulaient, elles sont parties sur la route d'Entremont. C'était une nuit calme de fin d'été et ils se garèrent un peu sur le côté de la route, à côté du pont. Ils écoutaient le rugissement de l'eau qui s'écrasait sur les rochers dans l'obscurité. Quand soudain, le son le plus étrange qu'ils avaient jamais entendu retentit dans la nuit. Avec des yeux de la taille d'une poêle à frire, ils demandèrent tous « Qu'est-ce que c'était ça ?» Rappelez-vous que c'était les années 50 et que les gens n'avaient pas encore le droit de jurer dans les livres ou dans les films. Les deux filles étaient hystériques à ce stade, et les garçons étaient déstabilisés par cela. Un épais brouillard s'éleva de la rivière, couvrant le pont et enveloppa la voiture. Le conducteur a démarré la voiture, et dans les phares, les passagers ont clairement vu un visage menaçant se former dans le brouillard juste devant eux. En quelques secondes, une pluie torrentielle s'est mise à tomber et de fortes rafales de vent ont commencé à secouer la voiture. À ce moment-là, tous les passagers de la voiture hurlaient, paniquaient ou les deux. Au-dessus du rugissement du vent, de force ouragan, la pluie battait fort et les passagers hurlaient. On entendait quelque chose claquer contre le toit et les côtés de la voiture. On aurait dit qu'une rivière de pierre s'abattait sur la voiture et tout le monde pensait que les vitres allaient s'éclater. Puis, aussi vite que la tempête était arrivée, tout est redevenu calme, jusqu'à ce qu'un cri étrange et surnaturel se fasse entendre au fond de la gorge.
Ils sont partis aussi vite qu'ils pouvaient, tellement effrayés que la prochaine chose dont tout le monde se souvient est qu'ils redescendaient le chemin du roi en direction de Matagan. Personne ne se souvenait du trajet du pont à la route principale. Jean Leblanc, légende numéro 14, l'Antichrist, The Antichrist, Legends of l'Acadie de French Shore, Nova Scotia, à la page 72 et 75. Les premières familles acadiennes venues s'installer sur la côte française de Clore avaient été déracinées pendant 13 ans en raison de la déportation. Essayer de commencer une nouvelle vie sur un terrain rocailleux et infesté d'arbres après cette période a dû être incroyablement stressant. Un peu comme ce que les gens doivent endurer aujourd'hui avec les problèmes du premier monde lorsque Facebook ne fonctionne pas ou que Dieu nous en préserve, leur téléphone portable n'a pas de réception. Dans les années 1760, de nombreux Acadiens furent influencés par une paranoïa apocalyptique qui se répandit en Nouvelle-Angleterre et dans les Maritimes. Les prédicateurs révivalistes allaient et venaient, mettant en garde contre l'influence de Satan. Bien que plus tard, la présence permanente de prêtres fut utilisée pour effrayer les Acadiens nouvellement installés, par le pouvoir des saints et l'amour de Jésus, à cette époque ces ressources n'existaient pas. Dans ce vide, les Acadiens embellissaient parfois des histoires qu'ils avaient entendues sur des choses qui leur étaient arrivées ou qui étaient arrivées à un gars que leurs amis connaissaient. On disait que les bois étaient hantés. Il y en aurait des phénomènes étranges, des bruits bizarres dans le noir qui ne pouvaient provenir d'aucun homme ni d'aucune bête. Un adolescent, une source d'information fiable s'il y en est, se promenait dans le bois lorsqu'il s'est soudain retrouvé entouré d'un cercle de feu et aurait vu des milliers de démons et d'âmes torturées hurler de douleur. Comme à notre époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles la fin du monde était proche et que le diable allait bientôt venir entraîner les âmes en enfer. À l'époque, comme aujourd'hui, les gens croyaient aux rumeurs les plus incroyables, même si dans les années 1760, ils avaient au moins l'excuse de leur manque d'éducation. Pour échapper à l'arrivée de l'Antichrist, certains Acadiens décidèrent de se déplacer plus à l'intérieur des terres et s'établir dans ce qui est aujourd'hui Corbery. Je suppose qu'ils pensaient que les Antichrists viendraient les chercher en bateau. La rumeur dit que Corbery doit son nom au grand nombre de corbeaux qui semblaient se moquer des gens qui ont bouleversé leur vie pour échapper à un Antichrist invisible. Si vous allez à Corbery, n'oubliez pas d'écouter les rires des corbeaux quand ils entendent. Je n'ai pas pu trouver de preuves concrètes que les Antichrists soient jamais venus à Clare et aient emmené des gens en enfer. Cela ne veut pas dire que cela n'est pas arrivé. Je suis sûr que les familles auraient essayé de garder cela secret. Vous n'allez pas dire à votre voisin « Ouais, le petit Johnny a été traîné en enfer la nuit dernière. Je lui ai dit de se redresser et de voler droit devant. Mais est-ce qu'il m'écouterait? Non. » Les mères acadiennes ont peut-être contribué à la légende de l'Antichrist en disant à leurs jeunes enfants de ne pas aller dans les bois parce que l'Antichrist les y attendait. La construction d'églises a non seulement réduit la taille de la forêt dans laquelle les Antichrists pouvaient se cacher, mais les prières et d'autres cérémonies religieuses ont probablement chassé les Antichrists de la psyché des gens. Ou peut-être ont-ils finalement réalisé que tout cela était inventé. Si vous avez des histoires vécues, des anecdotes à partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez m'entendre parler d'eux sur Lore Acadie, n'hésitez surtout pas à me rejoindre personnellement par message privé sur Facebook, Instagram, TikTok ou par email. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et en me l'envoyant par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Lore Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de Savèche les vendredis, et gardez l'œil ouvert pour mes futures apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.